Mettez-vous à la place de tous ces hommes. Ils avaient quoi, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Vous êtes là dans votre tranchée. Vous voyez votre chef de section, le lieutenant. Regardez sa montre. Le sifflet en bouche. À ce moment-là, dans votre tête, vous devez franchement flipper. On doit se poser la question, est-ce que ça va être notre dernière heure? Comment vais-je mourir? Par un obus? Par un tir de mitrailleuse? Par la baïonnette d'un soldat ennemi? À ce moment-là, ils doivent aussi, pendant ces courtes minutes, refaire toute leur vie. Repenser à leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents pour certains. Pour d'autres, leurs champs, leurs bêtes. Cette odeur de la campagne, du blé, du foin, qui a laissé place aujourd'hui à l'odeur de la mort, du sang, de la chair en décomposition. Le cœur de ces pauvres malheureux, à l'instant même, doit battre de plus belle. Soulagé, pour avoir plus de courage certainement, par une petite fiole de gouttes. Vous regardez votre lieutenant, commence à lever son pistolet en l'air. Et il regarde sa montre. C'est l'heure. Section. Garde-vous. Originaire de Marseille, Maurice Antoine Martin Laval était l'un des 6 enfants d'un armateur de la ville. Il avait alors 23 ans lorsqu'il écrivit ces mots à sa sœur Marie. Il était médecin auxiliaire au 58e régiment d'infanterie. Il allait avec les brancardiers ramasser les blessés et les morts sur les champs de bataille. Ses 2 frères, André et Fernand, eurent la chance, comme lui, de survivre à cette guerre, à cette boucherie. 22 février 1915. Ma chère Marie, tu ne saurais croire la vaillance et l'héroïsme de nos braves soldats. Quand je te dis vaillance et héroïsme, je n'entends pas parler comme tous les journaux, dans un sens vague et général, et prendre ces mots presque comme un cliché systématique lorsqu'il s'agit de nos troupes. Mais bien au contraire, je veux donner à ces mots toute leur extension. Et je précise, hier à 14h devait avoir lieu par 3 sections de mon régiment l'attaque d'une tranchée allemande. Une largeur d'une dizaine de mètres sillonnée en tous les sens comme une toile d'araignée, de fils de fer barbelés et épais reliant entre eux d'énormes piquets de 1,75 m de haut et constitués par des madriers de chemin de fer. À 14h donc, devait avoir lieu une canonnade intense. Assaut à la baïonnette de la tranchée allemande par notre artillerie pour faire filer les Boches, en même temps qu'un bombardement intense de ces réseaux de fils de fer formidables. À 14h30, fusée sensation de l'artillerie, assaut à la baïonnette. Mais victoire. Comme tu vois, c'est très simple sur le papier. Mais hélas, combien c'est différent dans la réalité. Donc à 14h, vive canonnade. Tout tremble. À 14h30, le commandant de l'attaque lance une fusée signal pour faire cesser le feu de l'artillerie. Et
et permettre à nos poilus d'avancer. Mets-toi un instant dans la peau des officiers et de ces hommes qui vont partir. Jusqu'à 14h, les hommes dorment tranquilles, couchés sur le ventre dans leurs tranchées, harassés qu'ils sont par plusieurs nuits de travail. Ils ne se doutent de rien, un de leurs capitaines disait « Ils me font pitié, je n'ose pas les réveiller ». Cependant, 3 lieutenants commandant chacun une section à 200 mètres d'intervalle environ savent depuis 10 heures ce qu'il va se passer. Ils se promènent pensifs dans la tranchée. À quoi servira cette attaque, se disent-ils. Nous ne pourrons jamais arriver au but, car les réseaux de fil de fer nous en empêcheront par la suite. Nous sommes tous destinés à nous faire tuer sur place. Mais que faire ? L'ordre d'attaquer est formel, il faut marcher. L'un d'eux, avisant le téléphoniste de son secteur, lui dit « Passe-moi ton fusil et ton équipement. Je veux faire le coup de feu avec mes hommes. Voici 4 lettres d'adieu que tu enverras ce soir chez moi si tu peux t'en tirer. » À 2 heures, tous 3 adressent quelques mots à leurs hommes pour les exhorter et marcher droit et vite à sacrifier leur vie pour l'avenir de la France. Cependant, voyant plus clair que leurs hommes, ils s'aperçoivent avec terreur qu'à 2h30, malgré la précision du tir de notre artillerie, les fils de fer y sont toujours et sur la même profondeur d'une dizaine de mètres environ. À ce moment, la fusée signal est lancée par le commandant de l'attaque. Aussitôt, des 3 points en question, chacun à sa place. Le lieutenant, l'un revolver au poing, l'autre baïonnette au canon. Comme un soldat s'élance de la tranchée et crie « Baïonnette au canon ! En avant, à l'assaut pour la France !» Et l'un d'entre eux entonne la Marseillaise accompagné de ses hommes. Des 3 points, les petits groupes s'avancent en criant et en chantant. Baïonnette en avant et au pas de gymnastique vers la tranchée des Boches où ils doivent converger. Chaque groupe est ainsi constitué. Un lieutenant derrière lui, 6 sapeurs du génie sans fusil, armés d'un bouclier d'une main et d'énormes cisailles de l'autre pour couper le fil de fer. Derrière eux, et fermant la marche, 6 sapeurs portant les pelles et les pioches pour travailler sitôt arrivés dans les tranchées des Boches à la défense de celle-ci. C'est sublime de voir cet élan enthousiaste chez des hommes assez âgés, en campagne depuis de longs mois, allant tomber volontairement, parce que c'est l'ordre, dans les pièges qu'ils connaissent si bien, où ils ont laissé tant d'amis. Successivement, chacun des 3 lieutenants tombe frappé mortellement à la tête. Les hommes, tels un château de cartes, dégringolent tour à tour. Ils continuent tout de même, quelques-uns arrivent jusqu'au fil de fer. Ils sont trop gros, hélas. Leur sergent tombe, un autre aussi. Que faire ? Avancer, impossible. Reculer, de même. Et tandis que froidement, à l'abri de leurs tranchées et de leurs boucliers, les Allemands visent et descendent chacune des cibles vivantes. Les hommes se couchent là, grattant la terre de leurs doigts pour amonceler un petit tas devant eux. Voyant la possibilité d'avancer, le commandant leur envoie un homme, agent de liaison, pour leur dire de se replier en arrière dans leurs tranchées. Celui-ci, rampant à plat ventre, arrive à transmettre l'ordre. « Pouvez-vous vous replier si possible ?» Hélas non, on ne peut ni avancer ni reculer. Il faut attendre la nuit. À la nuit, j'essaye d'aider mes collègues. Les blessés arrivent peu à peu, au nombre de 44. Les 3 lieutenants, dont le sous-préfet d'Orange, ont été tués. Ce dernier que j'ai reçu avait une balle dans le front. Admirable de stoïsme, aucun blessé ne se plaint de son sort, de l'inutilité de cette attaque, au cours de laquelle ils ont été si affreusement mutilés. Que d'horribles blessures. L'un a le poumon qui sort, l'autre a des débris de cerveau sur son cou et ses épaules. « Je veux qu'on me porte, dit-il. » L'un, blessé à 3 endroits, est reblessé pendant qu'on le transportait, se tournant vers moi pendant que je lui mettais un rapide appareil de fortune à sa jambe gauche cassée. Il me dit simplement ceci: « Ce qu'il faut pour souffrir pour la France. » Je ne pus retenir mes larmes. « Ne crois-tu pas, chère Marie, que tous ces morts, quels qu'ils soient, doivent aller droit au ciel, après de semblables actes d'héroïsme ? Ne crois-tu pas, ô Dieu honteux, scandaleux, que messieurs les députés de la Chambre veuillent refuser ou même discuter l'attribution d'une croix de guerre à ces hommes, tous des héros sous prétexte qu'il ne faut pas qu'ils soient cités à l'ordre de l'armée. Pour eux, l'ordre du jour de la division n'est pas suffisant. Ô injustice, ingratitude humaine, tandis que vous vous promenez dans les rues
où ont lieu des plaisirs de Paris, tandis que mollement assis dans un bon fauteuil de velours au coin d'un bon feu, à l'abri de la pluie et scandalisé par un grain de poussière ou une goutte d'eau qui vienne ternir l'éclat de vos bottines, vous discutez pour savoir si l'absinthe est un poisson ou si le mot bar est mieux que le mot débit de boisson ou établissement, tandis que loin du danger, vous vous demandez d'un air fâché et dédaigneux, qu'est-ce qu'ils font donc? Pourquoi n'avancent-ils pas? Si j'avais été au feu, je ferais cela. Pendant ce temps, messieurs les députés, vos concitoyens français, vos frères, les fantassins dont le seul nom évoque, on ne sait pourquoi, le mépris le plus grand. Les soldats en général sont en train de recommander leur âme à Dieu avant d'accomplir dans l'ombre, sans rien attendre de la postérité, le plus grand des sacrifices, le sacrifice de leur vie. Et c'est vous qui êtes si prompt à vous décerner mutuellement des décorations plus ou moins méritées par quelques beaux discours ou quelques puissants appuis. C'est vous, dis-je, qui refusez d'accorder à nos bons soldats la petite croix de guerre, si vaillamment méritée. Bien petit dédommagement en vérité pour une jambe ou un bras en moins qu'un petit morceau de métal suspendu à un ruban quelconque. Mais ça ne sera pas tout ce qui restera. Dans quelques années, d'ici pour rappeler la conduite sublime de ces malheureux estropiés que tout le monde regarde d'un œil si dédaigneux. De plus, c'est pas si simple. Et ça ferait tant de plaisir à ces braves, ça stimulerait tant le courage des autres. Certes, ce n'est pas pour ça qu'ils se battent, mais ce serait tout de même une juste récompense. Alors que nos ennemis distribuent à tort et à travers des croix de fer, de cuivre, de bronze, nous nous montrerions si parcimonieux. Excuse mon bavardage, ma chère Marie, mais je suis écœuré de tous ces discours à la chambre. Et que penser? Tant pis si la censure arrête ma lettre. Je ne cite d'ailleurs pas de nom. Que penser de certains chefs qui lancent des hommes sur un obstacle insurmontable, les vouant ainsi à une mort presque certaine, qui ne semblent jouer avec eux comme si on jouait aux échecs, avec comme enjeu de la patrie s'ils gagnaient un galon de plus? Ne te scandalise pas, ma chère Marie. Je t'écris encore sous le coup de l'émotion d'hier, de cette nuit. Et bien que je n'ai pas du tout pris part à cette lutte, j'ai été touché, ainsi que d'ailleurs tous les officiers même supérieurs qui sont ici. L'un de ce matin ont pleuré de rage et de pitié. Toi, Maurice. Section. Repos. À disposition.